Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement de la Maison du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Raphaël Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. On est très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce second événement d'une série de 3 avec les lauréats 2020 du Gala du Conseil régional de l'environnement de Montréal, une série de conférences qui est présentée par Hydro-Québec. Aujourd'hui, on a donc un panel de discussion qui va nous amener à discuter de protection de la biodiversité avec 2 représentants des organisations lauréates qui vont parler de leurs réalisations et de leur projet qui les a amenés à être les lauréates, justement. On est en direct sur Zoom. Merci d'être avec nous. Puis on est également en live Facebook sur les pages de la Maison du développement durable puis du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Merci de vous être joints à nous. Je le mentionne parce que peu importe sur quelle plateforme, on vous invite à nous écrire vos questions, vos impressions, vos commentaires sur les projets, puisqu'à la fin du panel, on va avoir une période d'échange avec les lauréates afin de répondre aux questions, surtout sur leur projet, leur réalisation. Avant de débuter, je veux remercier les partenaires de la Maison du développement durable, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Je vous invite à nous suivre dans les prochains temps. On a plusieurs autres événements prévus dans notre programmation cette saison, notamment, bien sûr, la 3e conférence de cette série avec les lauréats du Gala du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Ça se poursuit le 18 novembre sous la thématique de la gestion des matières résiduelles. Allez vous inscrire pour ne pas manquer ce dernier panel de la série. Je vous souhaite donc un bon événement, puis je passe la parole à notre animatrice d'aujourd'hui, qui est Caroline Gosselin, coordonnatrice des communications et des événements au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Bonne conférence. Bonjour Caroline. Caroline, ton micro. Effectivement, désolée. Merci beaucoup, Raphaël. Il fallait bien sûr avoir un petit problème technique totalement humain, c'est de ma faute. Merci beaucoup, Raphaël. Bien présenté. Donc, je suis effectivement coordonnatrice communication et événements. Donc, le gala est mon protégé. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Le Conseil régional de l'environnement, qui l'organise depuis maintenant 14 ans, est un organisme de bienfaisance indépendant consacré à la protection de l'environnement et la promotion du développement durable sur l'île de Montréal depuis 1996. Donc, le Conseil régional va fêter son 25e l'année prochaine et le gala fêtera son 15e l'année prochaine, donc une grande année pour 2021. Mais 2020 a été une grande année aussi parce qu'on a vraiment, pour le gala, refait. On a décidé de donner une cure de jouvence au gala. On a une panoplie de changements planifiés, dont un nouveau logo que voici. On a changé aussi, on a modifié les thématiques. On a parlé, bien sûr, les 3 conférences sont faites à partir de ces 3 thématiques-là, la lutte au changement climatique, la protection de la biodiversité et la gestion des matières résiduelles. On a aussi modifié les catégories pour déposer. Les organisations pouvaient maintenant déposer dans 5 catégories différentes, soit corps public, qui comprenait le municipal, le provincial, le fédéral, les institutions autant éducation que santé, les moyennes et grandes entreprises, qui comptaient plus de 50 employés, les organismes à but non lucratif, associations et coopératives, puis petites entreprises, donc tout ce qui est en bas de 50 employés. On a aussi divisé, on a proposé aux organisations de diviser de décider pour un nouveau type de réalisation, soit championne, soit innovante. Les réalisations championnes étaient celles qui avaient vraiment une feuille de route exemplaire, qui avaient battu leurs propres objectifs ou qui avaient battu les objectifs d'à peu près tous les autres compétiteurs aux alentours. Et la réalisation innovante, le mot le dit, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas ou qui a vraiment été développé au-delà de ce que tout le monde espérait. Fait que c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Puis, on a bien sûr modifié les trophées sont maintenant, on les appelle les gemmes pour jouer sur le thème
du fait que les réalisations sont toutes précieuses, elles sont toutes individuelles, elles sont toutes exceptionnelles, et sur le mot, bien sûr, du verbe aimer à la première personne, donc j'aime. Puis après ça, ben, la deuxième série de changements est un petit peu plus imprévue, qui s'appelle la COVID. Donc, notre gala qui était supposé de se dérouler au mois d'avril, s'est déroulé au mois d'octobre, le 7 octobre. Vous pouvez le revoir d'ailleurs sur notre chaîne YouTube si vous l'avez manqué. Puis, on est passé à un format complètement virtuel. Donc, ça aussi, ça a été une belle adaptation. Je pense que tout le monde a bien apprécié le changement malgré l'inconnu. Puis, on avait reçu 60 réalisations. De ces 60-là, 25 ont été finalistes. Et de ces 25-là, le comité d'experts, le comité de sélection en a choisi 9 réalisations lauréates exceptionnelles. Et on en a 2 aujourd'hui avec nous. Donc, j'aimerais bien, avant de commencer, j'aimerais remercier vraiment pour les conférences, remercier la Maison du développement durable et Hydro-Québec qui présentent les 3 conférences. Puis maintenant, j'aimerais passer à la présentation de mon collègue Emmanuel Rondiat. Avant de vous présenter les lauréats, on va garder un peu de suspense pour les lauréats. Mon collègue aujourd'hui, Emmanuel, va vous présenter une petite introduction sur le niveau de la biodiversité à Montréal. Donc, Emmanuel, caméra et micro, si tu veux. Puis, Emmanuel Rondiat, directeur général du CRE Montréal depuis quelques mois, quelques semaines. Puis, donc, une petite présentation sur l'état de la biodiversité à Montréal. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tout le monde. Bien heureux de faire cette petite introduction en fait, aux 2 présentations qui vont suivre dans le cadre de ce webinaire. C'est sûr qu'en 5 minutes, l'idée, c'est plus de vous partager certains éléments pour poser le décor, alimenter aussi vos réflexions en vue peut-être de certaines questions par la suite dans le cadre de l'événement. Donc, pour y aller assez rapidement, au niveau des enjeux en termes de biodiversité en milieu urbain, peut-être un premier chiffre intéressant à connaître, c'est qu'actuellement, à peu près 6% du territoire, on a à peu près 6% du territoire qui est protégé, le territoire terrestre. Et on a un objectif au niveau du schéma d'aménagement et de développement de 10%. Donc, on a encore 2000 hectares à ajouter pour la protection, pour atteindre cet objectif de protection. C'est un objectif quand même ambitieux parce qu'on est confronté à des enjeux majeurs et des pressions importantes sur les milieux naturels, sur les espaces verts, sur le territoire. En termes, par exemple, de perte d'habitat de friches, on a à peu près en fait une étude préliminaire de la Société d'histoire naturelle du Haut-Saint-Laurent évalue à peu près à 25% de perte des habitats de friches en 10 ans. Donc, une pression importante associée au développement immobilier, commercial et industriel, entre autres, sur ces milieux à haute valeur écologique, puis qui ont un rôle très important pour la biodiversité de la métropole. Ensuite, on peut parler aussi de la fragmentation des habitats, donc les grandes infrastructures routières, certaines grandes superficies minéralisées qui viennent vraiment fragmenter le territoire et créer des petites superficies éparses naturelles, ce qui vient en fait exacerber les enjeux entre autres de connectivité écologique, et ce à l'échelle autant locale qu'à une échelle plus régionale, même suprarégionale. Ensuite, bien entendu, les changements climatiques, on constate déjà les impacts des changements climatiques sur la biodiversité. À titre d'exemple, toute la question de l'alimentation en eau, les périodes de sécheresse et l'impact qu'elles ont sur les milieux humides, justement en limitant l'alimentation en eau, l'impact aussi des inondations et de leur effet sur l'érosion des berges, par exemple. Puis, bien entendu, toute la question de l'apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes avec le réchauffement et donc des déplacements de certaines espèces qui se retrouvent maintenant sur nos territoires alors qu'on ne les connaissait pas avant. Puis, si on regarde plus spécifiquement les espèces, en fait, l'espèce exotique envahissante majeure que pas mal tout le monde connaît et qui fait des ravages sur notre forêt urbaine actuellement, la grille du frêne.
qui, depuis plusieurs années, entraîne un impact important sur la canopée et démontre en fait l'importance de diversifier nos plantations pour ne pas se retrouver dans une situation comme dans laquelle on est actuellement associé aux frênes. Puis, toute la question d'autres espèces végétales envahissantes, pensons entre autres au nerf point qui est très présent dans plusieurs milieux naturels, aux phragmites aussi, qui sont souvent assez durs à contrôler justement et qui, une fois qu'ils s'implantent dans un milieu, sont très compétitifs par rapport aux espèces indigènes implantées. Puis, enfin, j'amènerai la question de la pollution. Donc, autant la pollution chimique, la contamination des sols, entre autres, la question de la gestion des neiges usées aussi, un élément à prendre en considération et l'impact justement des neiges usées sur nos milieux naturels. Pollution lumineuse puis pollution sonore sont des éléments aussi qu'on considère, qu'on aborde peut-être moins actuellement, mais qui sont de plus en plus documentés puis qui ont un impact important sur la faune et donc un impact important sur la biodiversité de notre métropole. Donc, c'est très brièvement, puis c'est quelques éléments en termes d'enjeux. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des solutions, puis les projets qui vont vous être présentés aujourd'hui sont des exemples d'actions qui viennent renforcer en fait, puis consolider la biodiversité en milieu urbain. On peut penser entre autres donc la consolidation des noyaux de diversité, qui peut se faire, entre autres, par l'agrandissement de la superficie des parcs existants, en y intégrant des habitats qui sont connexes et qui sont souvent non protégés. Donc, on peut penser à certains golfs qui sont adjacents à des parcs, certaines friches aussi qui permettraient en fait de compléter puis de renforcer la résilience des milieux naturels. La création de nouveaux parcs aussi, on va avoir l'exemple du Grand Parc de l'Ouest tout à l'heure. Le parc Frédéric Bach aussi est un bel exemple de création d'un nouveau parc sur un espace qui était peu propice à ça initialement. Puis les occasions à saisir dans la création de ces parcs-là, on peut penser entre autres aux différentes carrières, que ce soit la carrière Francon à côté justement du parc Frédéric Bach ou la carrière Lafarge qui est dans l'est de Montréal aussi. Donc c'est des grands territoires et des grands espaces qui présentent un potentiel intéressant pour venir consolider la biodiversité dans nos milieux. Autre élément, c'est sûr que pour améliorer justement la connectivité puis réduire la fragmentation des habitats, l'aménagement des corridors écologiques de corridors écologiques, de corridors verts multifonctionnels est vraiment une voie qui se déploie de plus en plus. Au Creux Montréal, entre autres, on travaille dans le cadre de notre campagne ILO à créer cette grande trame verte et bleue active. Donc, l'idée de combiner à la fois des aménagements pour la biodiversité, mais également pour favoriser le transport actif et donc permettre aussi un accès à la nature pour l'ensemble de la population. Donc, on a aussi des impacts sur la santé, qui plus est dans un contexte comme on le vit actuellement, où le lien à la nature de proximité est vraiment important pour notre santé physique et notre santé mentale. Tout à l'heure, je parlais aussi des impacts des grandes infrastructures sur la fragmentation. On peut les voir aussi comme des opportunités à saisir, entre autres les infrastructures de transport d'énergie électrique, donc les emprises d'Hydro-Québec, les emprises aussi autoroutières. Donc, on a, à titre d'exemple, développé un guide avec l'Université du Québec sur la résilience des plantations dans les emprises autoroutières. Donc, ces grandes barrières peuvent parfois aussi devenir des corridors très intéressants pour soutenir la biodiversité puis favoriser la connectivité écologique. Puis après, en fait, juste pour terminer, je pense que c'est aussi d'avoir ce souci de placer la biodiversité au cœur de toutes nos réflexions dans les grands projets d'aménagement. Que ce soit des grands projets de redéveloppement de certains secteurs. Je pense entre autres à tout l'est de Montréal actuellement et le secteur industriel de la Pointe de l'Île, ou le secteur aussi à Sion-Sud Sud, la Grande Prairie, où justement on peut voir comme un fil conducteur avec la biodiversité pour toute la réflexion entourant le réaménagement du territoire.
Et ça peut se faire aussi à des échelles peut-être un peu plus locales, mais sur l'ensemble des projets qui sont actuellement sur la table ou à venir en termes de création de milieux de vie sur le territoire de l'île de Montréal. Puis, dernier point, je pense que toute la question de l'eau, justement, est un élément. On parlait beaucoup j'ai plus parlé des enjeux d'air terrestre protégé, mais toute la question de l'eau, avec la revalorisation, le réaménagement des berges qui présente en plus des avantages en termes d'accès à l'eau, autant physique que visuel pour la population. Et les ruisseaux qui sont souvent les grands oubliés, qui sont déjà très peu nombreux sur le territoire, mais qui présentent, qui pourraient vraiment être réaménagés et puis servir autant de corridors écologiques, mais également nous permettre de jouer en fait, qu'ils jouent un rôle d'infrastructure verte important, surtout dans un contexte de changement climatique. Donc, c'était un très, très bref portrait et un très, très bref tour d'horizon en 5 minutes des enjeux et des solutions. Mais vous allez voir, en fait, dans les deux projets qui vont vous être présentés tout de suite, qu'il y a certaines réponses au sein de leur projet à ces enjeux et certains échos aux solutions que je vous avais proposées. Donc, merci beaucoup, puis je laisserai la parole aux intervenants. Merci beaucoup, Emmanuel. Justement, nos deux lauréats nos deux lauréates, nos deux représentantes aujourd'hui sont vraiment des belles représentations de ce qu'on peut faire sur l'île de Montréal pour améliorer cette biodiversité-là, réaménager certains espaces, acquérir, agrandir des territoires et tout. Donc, je vous présente les deux lauréates pour Lynn Michaud qui va représenter les aéroports de Montréal et un parc écologique Montréal-Trudeau. Et Véronique Anger, qui est la responsable au service des grands parcs du Mont-Royal et des sports pour la représentation justement du Grand Parc de l'Ouest. On va commencer, bien sûr, en ordre alphabétique pour être le plus neutre possible avec les aéroports de Montréal et le parc écologique de Montréal-Trudeau. À vous la parole, Lynn. On ne vous entend pas. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. OK, bon, très bien. Alors, merci beaucoup, Caroline, et merci au CRE de Montréal de nous inviter et de nous donner l'opportunité de présenter un projet dont nous sommes particulièrement fiers. En tout cas, moi, je faisais partie de l'équipe et c'est un projet qui, j'espère, saura inspirer certains d'entre vous. Alors, voilà, on y va. Caroline, si tu peux. Excellent. Alors, bon, qui sommes-nous d'abord? Bien, Aéroport de Montréal, la prochaine diapo, c'est une société à but non lucratif qui a été créée en 1992 en vertu du programme de cession des aéroports. Nous sommes donc une société sans but lucratif. Ça veut donc dire que tous les profits qui sont générés sont réinvestis dans les infrastructures. Alors, nous ne recevons pas de subventions et devons payer un loyer à Transport Canada. Notre mandat, c'est de développer et d'exploiter des aéroports Montréal, Trudeau et Mirabel. Et nous sommes liés à Transport Canada en vertu d'un bail qui vient à échéance en 2072. La prochaine diapo. Alors, depuis 2019, notre mission et la mission de l'Aéroport de Montréal inclut toute la notion de développement durable et voilà, c'est également un axe prioritaire dans notre planification stratégique. En 2017, on a également créé la vice-présidence développement durable qui montre à quel point ça fait partie ou c'est enraciné dans nos pratiques et dans notre gestion. On a également une politique environnementale qui est le pilier de notre système de gestion environnementale.
dans lequel on a pris plusieurs engagements. Et là, je vous fais fi de tout ce qui est écrit sur la diapo, mais on a identifié des axes d'amélioration. Puis j'attire votre attention sur le dernier axe, qui est de protéger les milieux à valeur écologique élevée sur nos sites aéroportuaires. Donc, le projet de création du parc s'inscrit dans ce sens-là. Nous avons également plusieurs certifications environnementales qui montrent la solidité. En tout cas, souvent, c'est une partie externe qui vient évaluer nos programmes et nos initiatives en vue et que ça démontre la solidité puis notre engagement à faire de la gestion environnementale un axe prioritaire. Entre autres, j'attire votre attention sur le fait que nous sommes certifiés ISO 14001 depuis l'année 2000. Donc, vraiment, on a un système de gestion environnementale qui est très mature. On a également, on a été le premier aéroport au Canada et le deuxième en Amérique du Nord à être certifié Airport Carbon Accreditation au niveau des émissions de gaz à effet de serre. L'agrandissement de la jetée internationale a obtenu la certification LEED Silver et nous sommes également, nous avons la certification de stationnement éco-responsable du CRE Montréal. Alors, en 2019, et là, c'est le cœur de notre sujet, de la thématique d'aujourd'hui. En 2019, nous avons annoncé la création, l'Aéroport de Montréal a annoncé la création et la protection d'un terrain, d'une parcelle de terrain qui sont les lots 3 et 4 sur le site aéroportuaire et nous avons ainsi créé le parc écologique des sources. La présente carte, si vous la voyez, elle montre l'emplacement des deux terrains. Alors, c'est situé au nord de l'aéroport, juste à l'ouest du technoparc Hubert Reeves. En fait, du campus Hubert Reeves du Technoparc Montréal. Et voilà, c'est une superficie, le parc écologique a une superficie de 22 hectares. Quand nous avons annoncé initialement la création du parc, on avait annoncé 19 hectares qui seraient préservés, mais on a continué de travailler à l'interne et on a réussi à augmenter cette superficie avec 22 hectares. Donc, nous en sommes très fiers. Le terrain, puis ça, c'est assez particulier, parce que le terrain, jusqu'en 1979, le terrain était à usage agricole. Et il y avait une parcelle de terrain qui est située à l'est, qui était un boisé. Mais dans les années 80 et dans les années 90, il y a eu du remblayage qui a été fait sur ce terrain-là. Nous, à Aéroport de Montréal, on n'était pas impliqués à ce moment-là, puisque c'était la situation, c'était Transport Canada qui gérait les aéroports à ce moment-là, l'aéroport. Et donc, il y a eu du remblayage et étant donné qu'il y a une couche d'argile dans le fond de terrain, bien, avec le remblayage, il y a eu un mauvais drainage et ça a créé un milieu humide qui constitue, je vous dirais, l'essentiel du parc, ou en tout cas un attrait très intéressant du parc écologique. Alors, le parc, il est identifié par la Ville de Montréal comme faisant partie du pôle de biodiversité de l'éco-territoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand. Le ruisseau Bertrand, c'est l'embranchement qui part à peu près là, du parc ou un petit peu à l'ouest du parc et qui monte, qui s'en va, qui se dirige en direction nord jusqu'à la rivière des Prairies. Alors, voilà, on peut passer à la suivante. Les principaux attraits du parc écologique, c'est vraiment les milieux humides. Donc, il y a une grande diversité qui est due à la présence de ces milieux humides. On a un étang, là, je ne sais pas si vous avez remarqué dans une des diapos précédentes, mais il y a plusieurs oiseaux qui viennent. Alors, on a fait faire un inventaire écologique, des inventaires écologiques en 2018 et en 2019 par une firme d'experts conseils de Montréal, là, la firme WSP. Ils ont inventorié quand même beaucoup d'espèces animales et végétales présentes sur le site.
Notamment, comme je vous l'ai dit, là, c'était dû à la présence de milieux humides. Il y a la présence au niveau terrestre, ben, il y a la friche, il y a aussi un jeune boisé, mais aussi un boisé mature, qui était déjà un boisé à l'époque de 1979. Alors, il y a certaines espèces, l'inventaire écologique nous a montré que la présence de certaines espèces à statut particulier, tant au niveau floristique qu'au niveau de l'avifaune, entre autres, au niveau floristique, dans le secteur du boisé mature, si vous y allez vous promener au printemps, il y a un tapis de treillis blanc qui est de toute beauté. Il y a également d'autres espèces, là, donc la Mathieusie fougère à l'autruche, lazaret du Canada. Et on a également inventorié la présence d'un noyer cendré. Malheureusement, les noyers cendrés dans le grand secteur, sont dans le secteur là, et dans le Grand Montréal, sont affectés par une maladie. Alors, voilà, c'est malheureux, mais c'est une des observations qui est faite. Mais sans contredit, l'élément principal du parc écologique, c'est vraiment c'est un lieu de prédilection pour les ornithologues. Il y a quelques 150 espèces d'oiseaux qui ont été répertoriées, qui ont été observées sur le site. Et on note également la présence de certaines espèces à statut particulier, dont le petit blongiot, le goglu des prés, l'hirondelle rustique, et j'en passe quelques-unes. Et finalement, ben, il y a les inventaires écologiques nous ont montré la présence de mammifères et micro-mammifères, dont le castor, le rat musqué, et voilà, il y a également des couleuvres qui s'y abritent. Et on a de plus inventorié 5 espèces de chauves-souris, dont 2 s'y logent. Donc, c'est l'habitat de deux espèces de chauves-souris. Alors, les éléments à succès de la création et de notre démarche, là, c'est vraiment l'élément numéro 1, ça a été la volonté de notre PDG, donc Philippe Rainville, notre président directeur général, de créer un parc et de protéger ce milieu-là. Il y avait un projet de développement dans le secteur. Il y a un projet de développement dans le secteur, mais ce secteur-là a été désigné comme étant un secteur qui ne sera pas affecté par le projet de développement. Il y a une équipe interne à Aéroport de Montréal qui est très engagée, une équipe multidisciplinaire qui a été impliquée dans la réalisation et qui sera mis à contribution dans la poursuite de ce projet. Il y a des partenaires aussi, parties prenantes externes qui sont très mobilisés, je vous dirais, au niveau pour la désignation du territoire, étant donné que c'est une terre qui appartient c'est une terre de la couronne. Alors, on a eu des conversations, puis il y a eu l'aval du ministre des Transports, le ministre fédéral des Transports, M. Garneau, pour préserver ce milieu-là. Il y a aussi le technoparc Oiseau qui sont des habitués du parc, qui fréquentent régulièrement le parc et avec qui on a établi des liens, des relations assez solides et prometteuses pour l'avenir. Puis, voilà, alors on a aussi on a commencé à entretenir une conversation avec Nature Action Québec, mais qui a dû être interrompue étant donné la situation actuelle de la pandémie. Mais ça se poursuivra, je l'espère, une fois que nous aurons traversé cette crise-là. Alors, ainsi, on devient le premier aéroport au Canada à préserver une partie de ses terrains et de le transformer en parc écologique. Puis, on montre avec cet exemple-là qu'il y a une conciliation possible entre assurer la sécurité aéroportuaire et de préserver un milieu à valeur écologique élevée.
Alors, voilà, je vous remercie et il me fera plaisir de répondre aux questions que vous aurez après la présentation après la prochaine présentation. Merci beaucoup, Lynn. Ce fut très intéressant. J'ai eu la chance d'aller le visiter justement avec toi pour aller prendre la photo. Et il y a une petite couleuvre qui s'était défilée sous mes pieds pour vraiment. Donc, j'appuie complètement la biodiversité, la diversité de la faune qu'on peut retrouver dans le nouveau parc ou dans le parc officiel des sources. Passons maintenant avec Véronique Anger, qui est chef de division développement stratégique et programmation de Ville de Montréal pour le service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. Oui, donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis présente pour vous présenter un peu l'histoire du Grand Parc de l'Ouest. Donc, c'est un grand parc, mais c'est un tout petit élément dans le contexte actuel qui est représenté par l'urgence climatique. Donc, il y a vraiment une réalité planétaire et quels sont les rôles des municipalités parce que la Ville de Montréal a quand même un rôle de gestion de première ligne dans les changements climatiques. Il faut vraiment multiplier les efforts pour augmenter la résilience de la ville et la transition écologique. Donc, il y a plusieurs moyens qu'une ville peut faire. Donc, ça me donne le goût de vous raconter une petite histoire qui commence en fait en 2018. En janvier 2018. Donc, c'est la prochaine diapo. Caroline? Donc, janvier 2018, Luc Ferrandez est élu qui arrive au service des grands parcs et il est très convaincant, très convaincu et il a une vision pour le développement des espaces verts sur l'île de Montréal. Donc, cette vision-là, elle est présentée à Mme Plante qui approuve et c'est là que l'histoire commence. Donc, M. Ferrandez veut qu'on revoie la façon d'aménager la ville. Il faut revoir nos concepts, il faut diminuer la consommation sauvage, il faut vraiment offrir des espaces collectifs et responsables. Il faut surtout cesser d'être spectateur et acteur, il faut construire ensemble. Donc, comment qu'on fait? Pour le Grand Parc, on se donne un axe de protéger le milieu naturel et la biodiversité, mais vraiment pour l'ensemble de la collectivité et les générations futures. Dans l'Ouest, il y a des risques qui sont vraiment très présents. Donc, on parle de 140 hectares, 175 hectares qui sont voués au développement résidentiel pour plus de 5 500 logements. Il y a également l'emprise de la 440 qui est vouée possiblement au développement d'un grand boulevard urbain. Beaucoup de printanières dans les secteurs, des berges à protéger, mais une biodiversité qui est vraiment riche et variée. Donc, pour pouvoir agir, donc pour pouvoir être un acteur et non un spectateur, il faut commencer à faire l'analyse de l'ensemble du secteur. L'histoire commence. On commence à consulter les parties prenantes. C'est des villiers, des arrondissements, des organismes. C'est énormément de partenaires, à l'interne également, tous les biologistes, les architectes paysagistes, ceux en finance. Donc, c'est très, très varié. Beaucoup de personnes à rencontrer pour définir la stratégie immobilière. Et comment qu'on fait ça? On commence par modifier le règlement des limitations. Donc, on définit l'ensemble du territoire. Et c'est là que commence à se concrétiser le Grand Parc de l'Ouest, qui devient le plus grand parc municipal au Canada. Donc, c'est 3000 hectares. 3000 hectares, ça représente 8 fois la taille de Central Park. Ça représente 4 fois la taille du site patrimonial du Mont-Royal. Un élément à faire qui s'est passé pour concrétiser, non, c'est avant. Je ramène avant. Donc, un des gestes à faire, justement, qui a été réalisé par la Ville de Montréal pour concrétiser ce grand parc-là, c'est une première pièce maîtresse, donc ce n'est pas terminé, mais c'est l'acquisition de 140 hectares qui était vouée au redéveloppement résidentiel près de l'emprise de la 440. Donc, cette acquisition-là nous a permis d'augmenter le territoire protégé de l'agglomération de Montréal. Donc, comme Emmanuel disait, nous étions à 6,1 et cette année, on s'enligne pour 6,38 Donc, c'est vraiment des efforts magistraux qui ont été faits pour commencer à augmenter la superficie du territoire protégé pour l'atteinte du 10 .
Donc, le Grand Parc de l'Ouest, de façon plus concrète, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est véritable mosaïque de biodiversité. On parle de plus de 60 espèces floristiques et fauniques, beaucoup de boisés, des friches, des terres agricoles, des marais, des marécages et la plus importante rivière intérieure de Montréal, qui est la rivière à l'Orme. C'est aussi beaucoup d'activités nautiques. Donc, 2 plages publiques, du canot, du kayak, du kitesurf, de la planche à voile. Donc, on est vraiment aussi près du lac des Deux-Montagnes, donc beaucoup d'activités nautiques. C'est beaucoup d'activités hivernales aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est 23 km de pistes de ski de fond, 17 km de sentiers de raquettes, 14 km de sentiers de vélo à pneus surdimensionnés, donc du fat bike. C'est aussi des activités 4 saisons. On a également une ferme au Cap-Saint-Jacques, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est plusieurs centaines d'animaux, des poules. Il y a un organisme également à but non lucratif qui travaille sur cette ferme. C'est des installations agricoles, une grange étable, une serre de production, un poulailler, des grands jardins. Donc, qui croirait avoir l'ensemble de ces activités dans l'Ouest de la ville, parce qu'on est quand même sur l'île de Montréal. L'agriculture dans le Grand Parc de l'Ouest, c'est très important. C'est des terres agricoles. C'est un partenariat avec Détroit-Pierre pour des jeunes en réinsertion sociale. C'est des projets d'économie sociale avec Cultiver l'espoir qui vendent même les légumes dans des supermarchés. C'est une ferme, c'est un magasin général pour vendre l'ensemble de ces produits-là. Donc, beaucoup de choses, même une érablière de 1000 en taille, la seule érablière qu'il y a sur l'île de Montréal. C'est la prochaine diapo, Caroline, pour mon érablière. Voilà, 1000 en taille dans le Grand Parc de l'Ouest. Donc, c'est beaucoup, beaucoup. Deuxième étape, après avoir concrétisé le règlement de délimitation du Grand Parc de l'Ouest, donc après avoir défini le territoire, ça a été la consultation citoyenne qui s'est faite en plein COVID, donc à partir du 12 mars. Toutes les activités ont été virtuelles, mais c'est 10 000 visites sur le site Réalisons Montréal. Plusieurs idées, des ateliers collaboratifs avec des groupes ciblés auxquels le CRE a participé. C'est un sondage en ligne auquel il y a eu 4500 répondants, ce qui est quand même énorme, avec une vidéo synthèse, rapport de consultation qui sera déposé fin novembre. Ce qui en est ressorti de ces consultations citoyennes, avec lesquelles on veut déposer la vision collective du Grand Parc de l'Ouest, c'est 5 grandes thématiques. Donc, les gens, ce qu'ils veulent dans le Grand Parc de l'Ouest, c'est la biodiversité, l'amélioration des activités récréatives, de l'agriculture, mise en valeur du patrimoine naturel et bâti et des activités d'apprentissage. Maintenant que ça c'est fait, les prochaines étapes, c'est d'établir la vision, les orientations et les objectifs pour le Grand Parc de l'Ouest pour mettre en branle le plan d'action qui est en cours de définition. Parallèlement à ça, il y a eu un financement et un partenariat avec le gouvernement fédéral pour développer des infrastructures naturelles. Donc, c'est les équipes au service des grands parcs qui se mobilisent pour développer le marais Lauzon et le marais 90 sur les terres qui ont été acquises l'année dernière. Voilà. C'est un bref sommaire du Grand Parc de l'Ouest. Franchement, très intéressant. Je pense qu'on aurait eu on aurait pu en parler pendant 1 heure juste pour décrire tout ce qui se passe. Merci énormément, Véronique. Je pense qu'on peut passer aux questions dirigées. Je répète à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions soit par Zoom, soit par Facebook. On va les retransmettre à nos 2 invités. Puis, passons aux questions dirigées. Première question. Quelles ont été vos plus belles surprises dans la mise en œuvre de la réalisation? Je ne sais pas, on peut peut-être commencer par Véronique, étant donné qu'elle venait de raccrocher, mais je pense que les plus belles surprises. Les plus belles surprises, ça a vraiment été au niveau de l'agilité, de la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est un projet qui s'est fait relativement très rapidement. Donc, quand on parle,
On entame les réflexions en janvier 2018 et le Grand Parc de l'Ouest est lancé en août 2019. Donc, tous les acteurs se sont mobilisés et de façon très agile. Donc, on a senti que les gens prenaient ce projet-là et qu'ils l'avaient à cœur et qu'ils voulaient le porter. Donc, ça a été une belle surprise parce que les échéanciers étaient tellement serrés que si les gens ne s'étaient pas mobilisés tous ensemble avec le même désir de réaliser ce grand parc-là, on n'aurait jamais réussi. Ton micro, Caroline? Oui, belle surprise des citoyens, donc tant mieux si ça, pour une fois qu'un projet bouge vite. Lynn, les plus belles surprises pour l'aéroport de Montréal? De notre côté, je vous dirais, c'est également, tout comme Véronique l'a dit, l'engagement des parties prenantes. Il y a eu vraiment un enthousiasme également de notre côté. Alors, je pense que les milieux naturels en milieu urbain, c'est quelque chose de souhaité. Il y a des défenseurs, des personnes qui veulent à tout prix que le développement de la ville se fasse, mais pas au détriment de milieux naturels. Alors, je sens que ça mobilise les parties prenantes. Autant, nous aussi, il y a eu une très grande réception de la part du ministère fédéral. J'aimerais juste souligner aussi que, contrairement à la ville de Montréal, nous, on n'est pas une ville. Alors, tu sais, l'aspect, puis tu en parlais, Caroline, à l'introduction, l'aspect innovation de notre action, c'est le fait que c'est pas dans notre nature de créer des parcs et de préserver des milieux naturels. Alors, je vous remercie, le CRE, pour la reconnaissance de cette innovation-là. Une autre surprise, ça a été vraiment les résultats de l'inventaire écologique. Ça a été pour nous un élément de surprise de savoir qu'il y avait autant d'espèces d'oiseaux, des espèces à statut particulier et qui en faisaient sa richesse. Alors, voilà, c'est un milieu qui était fréquenté un peu par un groupe d'individus. Et on espère que, en fait, c'est un trésor caché, là. Il gagne à être connu, ce parc-là. Alors, pour nous, ça a été également une surprise du fait qu'on a découvert un petit trésor sur notre site. Excellent. Je vais poser juste pour pousser, pour l'instant, c'est ça, le parc est... le parc des sources est un peu camouflé encore. Est-ce que, là, je parle au futur, mais les aménagements, est-ce que... Qu'est-ce qu'on prévoit comme aménagement? En fait, on avait prévu des aménagements qu'on a dû interrompre à cause de la situation de la pandémie, pas seulement à cause de la distanciation sociale, mais l'aéroport est très, très impacté par... on a été dans les premières instances impactées par la COVID et on va être dans les dernières instances où l'industrie a récupéré. Puis là, je ne veux pas... en tout cas, ça l'a fait en sorte qu'on a été obligé de mettre une pause sur le projet comme tel. Mais notre intention est de revenir une fois que l'argent rentrera dans les caisses. On veut installer des affiches pour accueillir les gens, puisque en tant qu'utilisateur, si tu y vas régulièrement, tu connais les sentiers, mais si tu n'y vas pas souvent, par où se diriger, c'est pas évident. Alors, on veut mettre une affiche à l'accueil dans le parc aussi pour prévenir qu'il y ait des personnes qui sortent des sentiers en vue de protéger le parc. Donc, il y a des aménagements au niveau des dortoirs, des nichoirs, des bancs. Le contrôle d'espèces envahissantes aussi, Emmanuel en a parlé, la grille du frêne a affecté des arbres dans le boisé. Alors, on veut planter des nouveaux arbres, contrôler le nerf brun.
dans la mesure du possible, là, la fragmite aussi, mais c'est pas évident. Puis surtout, ben, nous, on a l'intention de planter de la sclépiade pour attirer le papillon monarque, puisque c'est comme un peu l'emblème là, de notre aéroport, parce que bon, il voyage dans le sud à tous les hivers. Puis, fait que, il y a des projets qui sont mis sur la glace, mais on veut les reprendre certainement. C'est ça, parce que l'intérêt du public est là d'aller au parc. La surprise est justement là, quand on est allé ensemble pour la remise du prix, il y avait un ornithologue, il y avait des passants et tout, donc en tout cas, c'est pour ça que j'ai fait le lien avec les aménagements. Les photographes amateurs, mais qui font des qualités de photos professionnelles, c'est assez impressionnant. Ce qu'on voit dans les médias sociaux, des photos qui sont d'oiseaux qui sont prises dans le parc. Exactement. On peut passer à la deuxième question. On va revenir aux questions du public un peu plus tard. Quelles sont les prochaines étapes dans le déploiement de la réalisation et comment comptez-vous assurer la pérennité de la protection du milieu naturel impliqué? Je pense qu'on peut commencer avec Véronique. Oh, Véronique, ton micro. Donc, suite aux consultations citoyennes, on va déposer prochainement la vision de ce grand parc collectif-là. Et il y a beaucoup d'actions qui vont être entreprises là, prochainement suite au dépôt du plan d'action qu'on planifie pour 2021-2022. Et à l'intérieur de ça, il y aurait effectivement des plans de gestion écologique qui devront être poursuivis. Il y a déjà une équipe complète qui travaille. J'ai vu plusieurs personnes de cette équipe de biodiversité là, qui assistent à la conférence. Donc, il y a des plans de gestion écologique qui seront déployés. Il va falloir trouver divers moyens pour augmenter les infrastructures naturelles, mais surtout assurer un équilibre entre les aménagements et les activités récréotouristiques et le développement de la production agricole. Donc, plusieurs actions seront entreprises pour protéger les milieux naturels, mais surtout de trouver un équilibre pour offrir ces espaces verts-là à la population parce que on le voit bien dans ce contexte pandémique-là que l'accessibilité à des espaces verts est requis, mais également dans le respect de ces milieux fragiles-là. Très belle réponse. J'enchirais effectivement les milieux fragiles. Ce sont des milieux fragiles et la présence humaine a un impact sur... donc, on veut créer un espace vert et faire en sorte que la population bénéficie de ces espaces-là, mais en même temps, la présence humaine a un impact sur les espèces et sur le milieu. Alors, l'équilibre entre les deux est quand même doit être considéré, puis il faut voir ce qui est bien. Entre autres, là, puis je vous donne un exemple pour le parc écologique. Il y a des sentiers, les gens viennent, c'est ouvert à tous, mais il y a des gens qui viennent avec des chiens. Et là, ben, ils laissent pour que le chien puisse profiter du plein air, ben, il enlève la laisse et le chien, ben, il commence à se promener hors sentier. Surtout au printemps, il y a des oiseaux, il y a des nids au sol et même la présence d'oiseaux durant l'été ou l'automne, dès qu'ils voient des chiens, mais ils ont plutôt tendance à quitter le milieu. Donc, c'est un équilibre à atteindre pour s'assurer que les gens puissent y aller, fréquenter le site, mais en même temps, ben, de préserver le milieu. Effectivement, l'aéroport de Montréal, on en a parlé justement sur la question précédente un peu, ça faisait le pont entre les deux. Donc, la même chose pour le Parc de l'Ouest, je pense, tout ce qui est engagement des citoyens, engagement des acteurs, et pour pérenniser les deux milieux vont être hyper importants pour la suite. Est-ce que vous avez justement des partenaires? Est-ce que vous des partenaires principaux pour continuer ou c'est un peu à la pièce ou comment vous faites pour vouloir pérenniser, pour pérenniser tout le réseau finalement?
Bien, de notre côté, on a un plan directeur de l'aéroport qui montre les projets les intentions de développement dans les prochaines 20 ans, 25 ans. Et le plan directeur doit être approuvé, l'utilisation des terrains doit être approuvée par le ministre fédéral. Alors, un changement de territoire ou d'usage du terrain doit nécessairement passer au gouvernement fédéral, donc au ministre lui-même. Alors, c'est donc le fait d'avoir désigné ensemble, là, ou en tout cas d'avoir convenu avec le ministre fédéral que ces terrains-là ne seront pas amenés, que les lots 3 et 4 ne seront pas amenés à être développés et qui seront préservés, bien, ça le pérennise. Il y a une certaine pérennité qui est associée à ça. Par contre, il faut voir aussi de notre côté, puis là, c'est quand on parle des prochaines étapes, est-ce qu'il y a autre action à prendre dans ce sens-là? Alors, ça sera évalué, puis ça fait partie des prochaines actions. Génial. Moi, j'ajouterais à ça, il faut faire confiance à l'intelligence collective. Donc, les gens ont beaucoup d'idées, ont beaucoup de moyens, donc il faut être ouvert à recueillir ces idées-là, ces commentaires-là. Puis, j'en ai pas parlé, j'allais dans ma présentation, mais au niveau du Grand Parc de l'Ouest, il y a une bonne partie du territoire sur Ville-Bizarre qui a un projet de paysage humanisé qui est porté par une professionnelle de l'équipe au service des grands parcs. Et cela nous permettrait d'augmenter de 2 % la superficie terrestre protégée. Donc, c'est énorme. On se croise les doigts. C'est énormément de travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas seulement l'acquisition de terrain qui peut nous permettre de protéger les milieux naturels, mais il y a différents moyens, dont le paysage humanisé, de faire des ententes avec des propriétaires privés. On le fait également dans le cadre de certains projets de développement. Donc, il faut utiliser tous les leviers de protection et sensibiliser les gens. Et je pense qu'une des façons, c'est d'emmener la collectivité à l'intérieur des parcs pour qu'ils prennent conscience de cette richesse-là et aient le goût toujours de plus en plus croissant de protéger ces milieux-là, étant donné leur grande richesse et les bienfaits que ça a sur les citoyens. Tout à fait, et inspirant comme mot. Puis, ça nous amène à la troisième question. Justement, les enjeux entourant la biodiversité humaine sont multiples. Quels sont les éléments facilitants à mettre en œuvre pour que les initiatives comme les vôtres se multiplient? Là, on a entendu vos moyens. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Est-ce qu'il y a justement comment vous voulez inspirer les autres à faire la même chose autour de vous, là? Que ce soit les autres municipalités sur l'île de Montréal, que ce soit les autres aéroports ou les propriétaires privés de grandes et moyennes entreprises. On peut commencer par Lynn pour faire changement. Pour moi, ça passe, en tout cas de notre côté, ça a vraiment passé par la volonté du comité de direction et du haut dirigeant. On a réussi à le convaincre de notre côté là, de la richesse du milieu, de la valeur ajoutée. Il y avait un projet de développement qui était discuté à ce moment-là, puis le fait de lui amener de l'information qui lui a permis de voir quelle était la richesse du milieu, mais sa volonté a été de créer le parc. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit convaincu à quelque part pour dire, mais je me prive de revenus éventuels puisqu'on ne fera pas de développement immobilier. Dans le cas d'une ville ou des arrondissements, je me prive de revenus de taxes éventuels puisqu'il n'y aura pas de développement dans ce secteur-là. Mais en contrepartie, il y a des avantages. Et donc, il y a à la fois une équipe technique qui doit alimenter la réflexion, mais il faut qu'il y ait une volonté de la part soit le conseil de ville, d'un dirigeant d'entreprise ou du comité de gestion pour qu'un projet se concrétise.
Mais j'ajouterais à ça, Lynn, je pense que vous avez raison. Donc, nous, au service des grands parcs, on est tous pas mal vendus à la cause. On a actuellement une administration qui est également vendue à la cause, donc qui croit énormément. Donc, c'est assurément un incontournable quand on parle de têtes dirigeantes, de haute direction et d'administration qui prennent des orientations fortes à ce niveau-là. Puis, je pense que il y a des gens très convaincus, donc on travaille spontanément avec eux, dont avec le CRE qui travaille actuellement sur un mandat de mobilisation des acteurs à l'intérieur du Grand Parc de l'Ouest. Il faut aller chercher encore plus loin. C'est tout le travail qui nous reste à faire pour augmenter la sensibilisation de ceux qui ne sont pas convaincus et que ça ne les intéresse pas et qui n'y croient pas. Donc, les récalcitrants, il faut également aller les chercher. Et ça, c'est plus difficile, mais je pense qu'il y a une tendance vers la protection des milieux naturels. Moi, ça fait 7 ans que je suis au parc et je vois cette tendance croissante-là. Les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance des milieux naturels, principalement milieux urbains. Et les crues printanières nous ramènent, la planète nous le redit. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, on le répète, mais il y a des réalités qui arrivent et qui frappent de plein fouet la collectivité. Donc, je pense malheureusement que ça fait des réveils brutaux, mais ça fait son effet. Effectivement. Mais en tout cas, vous êtes des ambassadrices très convaincantes et convaincues, mesdames, pour justement de passer le flambeau à certains autres et à passer le message. Franchement, je vous remercie. Vous êtes très inspirantes. Je pense qu'on peut maintenant passer aux questions du public. J'en ai quelques-unes devant moi. La première, on a un peu répondu, la première s'adressait à l'aéroport. Lynn avait un peu répondu. Que fait l'aéroport pour préserver les actifs du parc face aux espèces exotiques envahissantes et aux dommages météorologiques? Donc, on avait parlé un peu justement des espèces envahissantes, mais est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à cette question-là? Bien, dans le cadre de nos projets, là, qu'on a des projets de construction à l'aéroport, là, je ne parle pas du parc écologique, là, mais si on est dans un milieu où il y a, par exemple, on voit d'un fossé puis il y a des espèces envahissantes, il y a des mesures qui sont prises pour limiter leur impact là, ou leur propagation. Alors, ils sont soit mis dans des sacs hermétiques, disposés ou enfouis à une profondeur. Puis là, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 mètres, en tout cas, peu importe, mais il y a des mesures dans le cadre de nos projets qui sont faits à ce niveau-là. Pour le parc écologique, spécifiquement, en fait, c'est de voir, à travailler avec un partenariat, puis c'était un des buts de travailler avec Nature Action Québec, c'est de voir comment est-ce qu'on peut limiter la propagation des espèces, mais aussi de planter des espèces pour faire en sorte que le milieu constitue un milieu et maintient et améliore la biodiversité. Alors, c'est pas nécessairement tout enlevé puisque ça donne pas grand-chose étant donné qu'il y en a partout des espèces envahissantes. Mais c'est d'essayer de planter ou d'identifier certains secteurs où est-ce qu'il y a une intervention plus contrôlée qui pourra être faite. Et nous, on n'est pas spécialistes, ni biologistes, ni en conservation du milieu. Alors, il faut aller chercher des partenariats comme celui qu'on souhaite mettre de l'avant avec Nature Action Québec. Génial. La question, c'est le deuxième volet de la question, mais en tout cas, quel est le budget alloué pour la valorisation et la préservation du parc de l'aéroport de Montréal? Je ne sais pas si c'est... Bien, on n'a pas un budget fixe d'année en année. Nous, les budgets sont alloués ou sont déterminés une fois par année quand on fait la planification de nos budgets pour l'année suivante. Alors, ça va varier là, en fonction
de disponibilité, mais on avait peut-être un budget de 25, 30, 40 000 qui est fondu à zéro aujourd'hui, puisque nos revenus ont fondu comme neige au soleil. On a une perte de revenus de 90 % avec la COVID. Alors, c'est pour ça qu'on a mis sur la glace en pause notre projet. Là, peut-être qu'on pourra bénéficier de certains programmes de subventions. Je souhaite. Je suis à l'affût pour voir est-ce qu'il y a des programmes de subvention qui existent au niveau de la valorisation des milieux naturels et qui pourraient nous donner un certain coup de pouce pour implanter les actions qui avaient été prévues. Alors, on est à ce niveau-là présentement, mais je vous dirais que c'est quelques dizaines de milliers de dollars par année là, dans un monde normal. Bon, ben, la perche est lancée pour les fonds. On vous le souhaite aussi parce que c'est un espace magnifique. On avait une question aussi pour Ville de Montréal, pour le service des grands parcs. Quel est le niveau d'ouverture de la Ville à la contribution du secteur privé pour valoriser l'intelligence collective pouvant soutenir le développement inclusif du Grand Parc de l'Ouest? Le niveau d'ouverture de la Ville est proportionnel aux encadrements légaux. Donc, la Ville ne peut recevoir du financement privé à certaines fins. Donc, on parle plus d'entente de collaboration, mais de façon très précise, l'ouverture de la Ville est proportionnelle aux encadrements légaux à laquelle elle est soumise. C'est très simple. La réponse est effectivement très, très simple. Je pense qu'on n'avait pas d'autres questions du public. Moi, j'avais peut-être une petite dernière question. Comment souhaiteriez-vous que Montréal lutte pour... c'est ça. Comment l'accès à la... excusez, je rephrase complètement. Je me suis enfargée dans ma langue. L'accès à la nature est parfois difficile à Montréal. Avez-vous des pistes pour favoriser équitablement cet accès si important et bénéfique pour toute la population? Le parc de l'Ouest est quand même très vaste. Fait que je pense qu'on peut commencer par Véronique. En fait, à la Ville de Montréal, on veut relier l'ensemble des espaces verts entre eux pour améliorer la mobilité récréative et la biodiversité. Mais il y a plusieurs moyens qui doivent être développés, dont l'accessibilité universelle à l'intérieur de l'ensemble de nos parcs. On parle également de l'accessibilité en transport en commun. Les dessertes ne sont pas toujours faciles. Mais avec l'arrivée, pour le Grand Parc de l'Ouest, je parle des stations du REM il va y avoir une station à L'Anse-à-Lorme directement vers le parc. Donc, les aménagements seront aussi faits en conséquence. Mais c'est différents axes qu'il faut continuer d'explorer, mais surtout de concrétiser. Je vous dirais du côté d'Aéroport de Montréal, c'est la même chose. Le parc écologique est situé à côté d'une future station REM, de celle du Technoparc. Alors, ça va rendre le lieu accessible pour tous. Autant pour la population de Montréal, mais aussi pour les visiteurs, les passagers, les visiteurs qui arrivent à l'aéroport, qui veulent découvrir le Grand Montréal, bien, ils n'ont qu'à faire une station, puisqu'il va, en tout cas, on se croise les doigts, qu'il y aura du financement disponible par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour construire et appuyer financièrement la construction de la station REM à l'aéroport. Et une station plus tard, en embarquant dans le REM, on est rendu au parc écologique. Alors, pour un visiteur, de venir voir la présence de rats musqués, de castors, d'oiseaux, quand tu habites quelque part en Europe, c'est magique. Et de connaître les érables, les hêtres, etc. Et donc, de rendre les lieux accessibles, c'est primordial. Mais comme je vous ai dit aussi, puis je le répète, il faut un équilibre entre la présence humaine et la biodiversité du milieu. Donc, comment protéger ce milieu-là tout en assurant l'accessibilité, ça risque d'être un défi. D'ailleurs,
les Amis de la montagne, ils ont des défis puisque la montagne, le Mont-Royal, il est hautement fréquenté et ça a un impact Complètement. sur le milieu. Alors, je pense que plus qu'on va atteindre l'objectif de la Ville de Montréal et de cheminer vers le 10% que nous a mentionné Emmanuel et Véronique, mais plus qu'il va y avoir une dispersion ou en tout cas, du moins, les gens qui sont attirés par la nature vont pouvoir accéder à différents lieux. Ça va moins concentrer les gens sur un secteur et donc, ça ne sera que bénéfique, je pense. Très bon point, effectivement. Parfait. Mais je pense que, est-ce que vous avez des questions à vous poser entre vous? Ça, je sais que dans nos conférences, c'est ce qu'on aime faire. C'est justement de vous mettre de l'avant. C'est vraiment votre conférence, mais en même temps, je pense qu'on a deux représentantes qui se complètent très bien l'une avec l'autre. Mais je me demandais si vous aviez des questions à vous poser. Moi, j'en ai une pour Mme Michaud. C'est une question qui m'est inspirée par une participante qui demande si le parc pourrait être agrandi sur le golfe de Dorval par la suite. Puis moi aussi, ça m'a interpellée. Mais je vous dirais que les plans de développement, la réponse courte, c'est non, en fonction des plans de développement. Par contre, j'ai été très sensibilisée aujourd'hui à l'effet que la connexion d'un milieu à l'autre, je ne sais pas si c'est toi, Véronique, ou Emmanuel qui en a parlé, et ça, je pense qu'il y a peut-être lieu d'explorer ça. Véronique, je ne te connaissais pas avant aujourd'hui. J'ai aussi eu des conversations avec M. Bussière qui est sur participant à l'appel. Alors, il y a des liens qui vont s'établir. Je pense qu'ils sont en train de se tisser entre Aéroport de Montréal et la Ville de Montréal quant à ce parc-là. Et à mon avis, ça va ne faire qu'enrichir le projet et les intentions de préserver ce parc-là. Mais il n'est pas, aujourd'hui, il n'est pas, le parc, il est concentré, c'est 22 hectares qui sont concentrés sur le lot 3 et 4 et le golfe de Dorval ne fait pas partie de ce secteur-là. C'est quand même un très bon début. Je pense que maintenant que vous vous connaissez, ça va aller. Il y a des choses qui vont se brasser. C'est très bien. J'en suis persuadée. Avec plaisir. Excellent. Je pense qu'on peut, si, mesdames, vous aviez une petite conclusion à faire sur vos projets par rapport aux questions finales, on peut passer à la conclusion. Puis après, on va pouvoir passer aux remerciements. Alors, de mon côté, la conclusion, c'est que c'est possible. Ce n'est pas limité aux arrondissements ni à la ville. Il faut qu'il y ait une volonté, mais quand on a un petit joyau, il faut vraiment miser là-dessus. Et le joyau, il s'est créé par l'humain, par les matériaux de remblai qui ont été mis là de manière très inattendue. Il y a un étang qui s'est créé, il y a des oiseaux qui ont niché, des chauves-souris qui fréquentent le site. Il doit y avoir bien des bébites et des insectes. Mais voilà, et quand il y a de la volonté et de la mobilisation de la part des parties prenantes, ça donne lieu à un projet gagnant. De mon côté, je terminerai avec le Grand Parc de l'Ouest. C'est une belle réalisation collective, je l'ai déjà mentionné. Et maintenant, on me pose souvent la question, mais à quand un grand parc dans l'Est? Je reviens au début de ma présentation dans laquelle je disais qu'il faut développer la ville autrement, il faut l'aménager autrement, il faut la penser différemment, il faut la revoir, il faut protéger pas mal tout ce qui reste de verre encore sur l'agglomération. Donc, pourquoi pas?
le pourquoi pas va être, je pense que va être notre mot d'ordre quand on veut, on peut. Donc, je pense que la volonté, quand il y a quelqu'un qui porte le dossier, oui, c'est pesant pour quelques mois, quelques années, mais ça vaut vraiment la peine. On vous remercie énormément, mesdames. Véronique Anger pour le Grand Parc de l'Ouest, Lynn Michaud pour les aéroports de Montréal. Merci énormément. On voudrait remercier aussi, bien sûr, nos partenaires distingués, la Ville de Montréal, partenaires influenceurs Communauto, partenaires associés, Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, et nos alliés Énergie, Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec, Port de Montréal et Recyc Québec. Donc, le gala va, bien sûr, c'est maintenant une tradition depuis, c'est la 14e année, 15e année l'année prochaine. On retourne au mois d'avril. Si que les situations s'améliorent ou pas, on va focuser sur le mois d'avril pour encore là remercier et valoriser toutes les belles réalisations qu'on a sur le territoire de Montréal. La semaine prochaine, on met de l'avant le 18 novembre de midi à 13h30 aussi, la gestion des matières résiduelles avec la champignonnière urbaine circulaire de Blanc-de-Gris, la récolte engagée du crack Petite Patrie, les rescapés de la transformerie et Pyrocycle. Donc, 4 intervenants la semaine prochaine sur les gestions des matières résiduelles. Puis pour aujourd'hui, biodiversité, merci énormément encore, mesdames, pour cette superbe présentation. Merci aussi à mon directeur général, Emmanuel, qui a dû nous quitter pour une charge de travail assez lourde. Mais donc, merci et on va se recroiser dans les prochaines semaines, c'est certain. Un gros merci tout le monde. Merci, merci au revoir.